Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce webinaire organisé par la coopérative Carbone Paris et Métropole du Grand Paris sur la plateforme de Webikeo. Donc, je m'appelle Caroline Poiré-Domanine et je vous propose un sujet qui nous semble important à la coopérative Carbone, c'est l'adaptation de nos villes au changement climatique. Alors, il y a plusieurs faits qui nous invitent à traiter ce sujet très particulièrement. Le premier, c'est qu'on est la coopérative de Paris et qu'on est un acteur territorial. C'est donc totalement légitime qu'on travaille sur la ville. La seconde motivation, c'est qu'environ 80% de la population française vit en zone urbaine, donc des zones denses, minérales, et qui sont actuellement très peu résilientes. Et la dernière, c'est que les conditions de vie sont en train de changer de manière assez imprévisible. Et pour les villes, on peut tenter d'agir en amont pour s'adapter à ces nouvelles conditions. Alors, je vous propose d'aborder ce sujet en commençant par les vulnérabilités urbaines et la nature en ville. Ensuite, je vous présenterai le mécanisme pensé par la coopérative et qui fait le lien entre les porteurs de projets de nature en ville, qui sont souvent publics et jamais lucratifs, et le secteur privé qui souhaite contribuer financièrement à l'adaptation du territoire urbain. Alors, selon le plan national d'adaptation au changement climatique, d'ici 2050, les effets du réchauffement vont se multiplier et ces impacts incluent des vagues de chaleur plus intenses et plus prolongées, des épisodes de sécheresse parfois sévères ou des précipitations soudaines, donc globalement un dérèglement hydrique. Et évidemment, ces vulnérabilités mettent en danger la santé et la sécurité de la population, donc des habitants des lieux urbains. On va prendre l'exemple donc de Paris. Durant l'été 2003, la canicule a causé plus de 15 000 morts, donc partout en France, pas simplement sur Paris, principalement dans les zones urbaines, où l'effet d'îlot de chaleur est aggravé par des températures nocturnes qui empêchent finalement les habitants de pouvoir se rafraîchir et de récupérer. Les causes principales de ces îlots de chaleur, c'est la minéralisation excessive des surfaces. Donc évidemment, le béton et le bitume absorbent la chaleur du soleil durant la journée et la relâchent lentement durant la nuit. Ce phénomène, ajouté à l'absence de végétalisation, une végétalisation d'ailleurs qui pourrait apporter de l'ombrage durant la journée et de l'humidité, ça amène des températures nocturnes qui descendent pas assez pour permettre un réel rafraîchissement. Selon les prévisions, alors évidemment, on est un petit peu sur une boule de cristal, il n'y a aucune certitude, mais les fréquences et l'intensité de ces vagues de chaleur vont augmenter de façon exponentielle dans les prochaines décennies. D'un autre côté, on a les inondations qui sont un défi majeur. Donc, dans les villes, la forte imperméabilisation des sols empêche l'eau de pluie de s'infiltrer naturellement. Alors, ça surcharge les systèmes de drainage et d'égouts, et les dégâts causés par ces inondations ne se limitent évidemment pas aux infrastructures. Ça touche aussi les personnes, l'économie locale et évidemment les finances publiques. Sur ce dernier sujet, 2,4 milliards d'euros sont en moyenne attribués chaque année pour les sécheresses et ce montant pourrait doubler entre 2020 et 2050 en l'absence de mesures d'adaptation qui seraient préventives. Donc les solutions préventives, alors il y en a plusieurs, on ne va évidemment pas faire le tour des solutions de l'adaptation urbaine, c'est un sujet qui est extrêmement vaste. On va aujourd'hui parler des solutions basées sur la nature qui sont aujourd'hui reconnues comme l'une des méthodes d'adaptation climatique. Et c'est finalement une méthode qui est relativement simple et en plus, double effet qui se coule, elle fait du bien à tout le monde. Alors, je ne vais pas vous faire l'article de pourquoi des arbres en ville, pourquoi de la nature en ville, c'est bien. Voilà, on le sait tous de manière plus ou moins intuitive.
voilà, des arbres, des toitures végétalisées, des murs végétaux ou la multiplication des parcs urbains, bah, c'est des zones tampons pardon, pour la chaleur et pour l'eau. Ça purifie l'air, ça améliore la qualité de vie de l'espace public et ça a aussi un impact sur le tissu social, c'est-à-dire la manière dont on vit la ville. À Paris, on a des exemples récents et marquants. Il y a des projets comme la forêt urbaine de la place de la Catalogne, pardon, ou des projets de toiture végétalisée sur des établissements scolaires montrent bien l'impact direct des solutions basées sur la nature, qui offrent du coup déjà au niveau des toitures une meilleure isolation et puis voilà des co-bénéfices pour les habitants qui sont assez larges sur la biodiversité et sur l'eau. On va prendre un autre exemple donc sur la ville de Barcelone, qui est un exemple que j'aime beaucoup parce qu'à Barcelone, ils ont créé ce qu'ils appellent d'ailleurs les super blocks de Barcelone. Donc c'est un projet qui a commencé il y a environ 5 ans et donc ils ont désartificialisé et végétalisé 9 îlots du centre-ville qu'ils ont transformés en espaces verts. Et donc le retour d'expérience 5 ans après, c'est une diminution importante de la pollution de l'air et aussi du bruit. Selon une étude, finalement, la massification de ce type de solution permet d'éviter, alors le chiffre est exact, 667 décès par an. C'est ce qui a été observé sur Barcelone, principalement grâce à la réduction de la pollution de l'air et de l'atténuation des vagues de chaleur. Ensuite, il y a évidemment un effet de réappropriation de l'espace public. Les superblocs ont permis de libérer 70% donc, des voiries qui étaient à la base dédiées aux véhicules et de les transformer en zones de loisirs, d'activités culturelles et des espaces verts. Alors, voilà, pour prendre un exemple un petit peu trivial, on se sent évidemment plus proche de son voisin quand on vient de faire une partie d'échecs sous un arbre avec lui, plutôt que quand on s'est battu pour obtenir la place de parking qui est au coin de l'immeuble. Il y a aussi un impact économique qui est notifié du coup 5 ans après la mise en place de ces aménagements. C'est le dynamisme du commerce local, pas uniquement sur le dynamisme, mais aussi sur la texture, puisqu'on est sur des petites entreprises, sur des artisans, sur du commerce de proximité, qui finalement crée une activité économique et on va dire aussi associative et citoyenne. Donc, je vais maintenant vous parler de la place de la coopérative pour l'Île-de-France donc dans cet univers. Donc, la coopérative carbone Paris et Métropole du Grand Paris a été fondée par la ville et la métropole, comme son nom l'indique, et c'est une structure d'intérêt collectif dédiée à la transition écologique. Donc, elle réunit des acteurs publics et privés. C'est un facilitateur pour financer des projets et qui cherche finalement à renforcer la synergie entre les initiatives d'origine publique et qui sont locales et des financements privés. Voilà, on le sait, en tout cas on l'observe à la coopérative, le dialogue entre le secteur public et le privé n'est pas forcément évident. Il y a des modes de pensée, il y a des rythmes de travail, il y a des attentes qui ne sont pas du tout les mêmes. Si je puis dire, la culture d'entreprise, voilà, si je puis utiliser ce terme, n'est pas du tout la même dans le secteur public et dans les collectivités que dans les entreprises privées. Et le rôle de la coopérative, qui est finalement naturellement issu de son ADN, c'est de créer un cadre d'échange propice entre des acteurs privés qui ont des capitaux destinés à la philanthropie environnementale et les acteurs publics qui ont des projets d'intérêt généraux sur le domaine public et qui n'ont pas forcément assez de capitaux, d'ailleurs, c'est même pas forcément, qui n'ont pas assez de capitaux pour mener à bien l'ensemble des projets d'adaptation du territoire urbain. Donc, ce cadre d'échange passe par une identification claire et standardisée des impacts des projets publics.
Et c'est l'objet justement du label Urbadapt que vous avez ici sur la présentation. C'est une certification finalement pragmatique pour accompagner les initiatives locales pour le changement climatique des zones urbaines. Donc le label repose sur des critères standardisés pour certifier des projets de solutions basées sur la nature en ville. Alors, il ne s'agit pas simplement de planter des arbres ou de créer des jardins urbains, mais de concevoir des interventions ciblées qui vont améliorer la résilience climatique et qui augmentent la biodiversité et qui renforcent le lien social dans des quartiers finalement où c'est nécessaire. Donc, le cadre méthodologique d'Urbadapt permet d'assurer que chaque projet certifié apporte une véritable valeur ajoutée, tant au niveau environnemental qu'au niveau social pour les habitants. Et pour les porteurs de projets, obtenir le label signifie finalement intégrer un standard d'impact qui valorise l'initiative et qui donne de la visibilité. C'est une manière assez simple finalement pour les projets à fort impact de répondre aux attentes des financeurs qui cherchent des garanties de transparence et de performance pour leur investissement dans la transition écologique. Et donc, le label fournit une grille de lecture systémique avec des indicateurs standardisés. Donc, Urbadapt prend en compte des indicateurs pour le rafraîchissement urbain, mais aussi la gestion de l'eau, le cadre de vie, la biodiversité, j'en oublie, il y a l'économie circulaire et l'inclusivité. Voilà. Ah oui, c'était sur le slide précédent. Désolée, je suis passée un peu vite. Et donc, quand l'entreprise choisit de financer un projet labellisé, elle a une évaluation environnementale claire de son impact, de son investissement, en cohérence avec des engagements ESG et avec sa politique interne. Donc, dans le cadre de la CSRD, qui impose aux entreprises voilà, une forte transparence sur les enjeux environnementaux, sociaux et les enjeux de gouvernance, Urbadapt va fournir des critères clairs pour les projets d'adaptation urbaine. Pour ça, finalement, on est parti du principe que la masse monétaire disponible est limitée pour tout le monde et qu'une entreprise qui a un budget destiné à la philanthropie souhaite évidemment que cet investissement soit efficient, transparent et qu'elle puisse avoir le mettre finalement dans sa comptabilité extra-financière de manière simple et de manière claire. Parce que le métier de l'entreprise, c'est de faire ce pourquoi elle existe, c'est pas d'être une experte dans l'identification de l'impact environnemental de son don. Et donc justement, Urbadapt fournit cette grille de lecture avec l'ensemble des indicateurs qui seront nécessaires pour la CSRD ou pour les critères ESG. Donc là, vous avez devant vous on va dire la liste des documents, ce qu'on appelle en front office, c'est-à-dire des documents publics qui permettent donc de bien prendre connaissance du label. N'hésitez pas à nous contacter. Je pense que vous avez un bouton sur votre écran qui est un call to action. Je crois qu'il s'appelle comme ça. Moi, je ne le vois pas là où je suis. N'hésitez pas à le remplir. On vous enverra le lien de l'ensemble des documents, de ces documents, pardon, si ça vous intéresse. Donc, dans ces documents, il y en a 3 qui sont essentiels pour les acteurs extérieurs. C'est le référentiel qui fixe les règles de gouvernance et d'orchestration du label. Ensuite, il y a la méthodologie Nature en ville qui pose les critères techniques et concrets d'éligibilité des projets. On pourrait finalement résumer une méthodologie de ce type à une liste de pratiques nécessaires et souhaitables pour que le projet soit conforme à des critères environnementaux qui sont prédéfinis. Et ensuite, le dernier document, c'est donc l'appel à projet qui est toujours en cours, qui est plus conjoncturel et qui explicite les projets que la coopérative attend pour la mi-janvier. Ensuite, dans le fonctionnement de l'agrégation de ce label, il y a le back-office, donc qui est l'orchestration, pour lequel on a un calculateur d'impact. Donc, on va remplir projet par projet. Et puis, il y a un comité technique
donc avec des individus, généralement qui ont une forte compétence scientifique ou technique, qui vont venir labelliser les projets qu'on aura présélectionnés à la coopérative. Et donc, ce dernier point, ça me semble important de vous le préciser parce que la coopérative ne peut pas être à la fois juge et partie. Voilà, c'est nous qui avons créé la méthodologie, le référentiel. C'est nous qui appelons les porteurs de projets à soumettre leurs projets à la coopérative. Et donc, on ne peut pas être aussi les individus qui certifions. Voilà, il y aurait des petits soucis de transparence si on fonctionnait comme ça. Et je vous le dis, on ne le fait pas. Je vous partage donc un exemple de notation sur un projet. Donc j'ai choisi le projet de la forêt linéaire nord qui est déjà réalisé. Hein, donc il n'est plus dans... j'ai à date pas de projets en cours qui vont arriver un petit peu plus tard. Donc ça arrivera plutôt sur le mois de février puisque justement on est en cours de collecte des projets via l'appel à projets jusqu'au 17 janvier. Et donc, la phase de labellisation sera complétée d'ici mi-février. Donc là, j'ai juste adapté la grille de lecture donc d'Urbadapt à ce projet réalisé qui est donc la forêt linéaire nord, qui est 11 hectares de friches industrielles qui ont été végétalisées à Paris. Et donc, vous pouvez voir qu'il y a deux familles d'indicateurs qui fonctionnent en miroir. On a les indicateurs de contexte, qui est en fait un scan des vulnérabilités du site avant projet. Hein. Donc voilà, par exemple, là, on était sur un site qui était extrêmement minéralisé. Hein. C'était complètement du béton. Donc, au niveau de ce qui est îlot de chaleur ou inondation, vulnérabilité maximale, on est à 5 sur 5. Sur la biodiversité et les sols, évidemment, avoir un sol artificialisé, tout ce qu'il y a en dessous est en état de mort biologique totale. Hein. Il n'y a pas, je veux dire, de micro-organismes, de vers de terre dans le sol. Il n'y a pas d'oiseaux. Il n'y a pas, voilà, donc en biodiversité très pauvre. C'est aussi un lieu qui était identifié avec une forte carence d'espace vert, donc pas de biodiversité. Voilà, vous avez aussi sur le cadre de vie qui touche les notions de pollution, de bruit et d'inclusion, notamment par rapport aux quartiers prioritaires de la ville. Là, c'est marqué politique. Désolé, il y a une erreur, c'est les quartiers prioritaires de la ville. Donc ça, c'est pour les indicateurs de contexte. En face, vous avez les indicateurs de performance qui, en face de ces vulnérabilités, voilà, on a un projet et donc avec un calculateur où on rentre voilà, différents paramètres, on va avoir finalement voilà, des notes qui vont sortir sur ces différents aspects. Donc les indicateurs, c'est important de le préciser, ils sont évaluables par des méthodes et des critères qualitatifs et ou quantitatifs. Ils sont attribuables, c'est-à-dire que le calculateur nous permet d'attribuer une note. Ils sont pondérés par rapport à leur importance relative et ils sont suivables, c'est-à-dire que ce sont des indicateurs que l'on va pouvoir suivre dans le temps et pour lequel d'ailleurs il est prévu dans les projets de l'audit et du reporting au bout de 3 ou 5 ans selon les projets. Donc la note attribuée pour chaque indicateur, elle est ensuite, voilà, elle est agrégée. On a une note globale pour chaque type de co-bénéfice et ensuite une note globale pour le projet, ce qui permet de comparer les projets les uns avec les autres et puis de déterminer en accord avec justement les engagements de l'entreprise d'aller là où c'est le plus finalement logique pour elle par rapport à son activité, son emplacement et sa chaîne de valeur. Donc, pour le financement de ce projet, le levier le plus évident en termes financiers, c'est évidemment le mécénat environnemental qui est un levier stratégique pour les entreprises parce qu'il permet donc aux entreprises de combiner finalement une thématique de responsabilité sociétale et environnementale avec une stratégie interne, comme je viens de l'expliquer, et des projets de proximité.
Donc en France, voilà, on est un pays où les entreprises s'engagent beaucoup dans le mécénat environnemental, qui est favorisé d'ailleurs par des mesures fiscales incitatives fortes, hein. C'est pas parce que le français aime plus la philanthropie que les autres. La philanthropie est plus défiscalisée en France que dans les autres pays européens. Donc, un projet Urbadapt, c'est évidemment un projet d'intérêt collectif sur l'espace public qui donne donc la possibilité de financement par mécénat avec à la fois donc des avantages fiscaux et des avantages finalement d'image de marque, parce que ça va permettre à l'entreprise de communiquer de manière raisonnée, hein. Elle ne peut pas faire une grosse activité de sponsoring là-dessus, parce que dans ce cas-là, enfin, dans l'absolu, elle le pourrait, mais elle ne pourra pas rentrer son don en mécénat s'il y a une grosse communication qui est prévue derrière. Mais voilà, c'est quelque chose qui peut être stipulé et qui peut être valorisé de manière raisonnée par l'entreprise. Donc, le rôle de la coopérative face donc, à ces projets et à ces financeurs, c'est de servir de trait d'union. Donc, la coopérative va intervenir à plusieurs niveaux. Donc, en amont, avec la création du cadre que je vous ai présenté. Et voilà, n'hésitez pas à nous demander les documents par le bouton Call to Action que vous avez dans ce webinaire. Pardon. J'en étais où? Oui, voilà, donc on travaille sur le cadre de création qui est Urbadapt, qui permet de structurer les échanges financiers, hein, et aussi, mais aussi la négociation entre les porteurs de projets publics et les attentes de reporting et de transparence des entreprises privées qui vont donner les fonds. Donc ensuite, la coopérative a une mission d'animation territoriale, hein, pour détecter les projets, pour les accompagner, pour identifier les impacts. Et finalement, c'est la coopérative qui organise le parcours de labellisation par le biais de son référentiel. Et ensuite, la coopérative orchestre les discussions avec les entreprises qui auront des choix d'investissement finalement qui correspondent à leur ligne et qui souhaitent s'investir dans l'adaptation urbaine parce que 80% des Français vivent en ville. Voilà, je le répète. On est donc un trait d'union, finalement, un chemin de passage entre des projets publics et des financeurs privés. Donc, notre premier appel à manifestation d'intérêt se clôture pour les porteurs de projets le 17 janvier. Ensuite, donc, la labellisation aura lieu en février. Et donc là, on est en phase active de prise de contact avec des financeurs, donc des entreprises, pour proposer dès cet hiver, c'était compliqué à dire, des projets concrets aux financeurs qu'on a identifiés en amont, avec voilà, un objectif clairement annoncé de lever auprès des acteurs privés parisiens 1,5 million d'euros à attribuer donc à ces projets Urbadapt. Voilà, donc j'ai fini ma présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On va regarder dans le chat. D'accord, alors oui, effectivement, on est en recherche de financeurs toute l'année, donc il n'y a pas de date limite pour montrer votre appétence pour l'adaptation urbaine. N'hésitez pas, vous pouvez nous contacter, voilà. Ok, a priori, il n'y a pas d'autres questions particulières. Donc, il y aura ce webinaire sera en replay sur Webikeo. N'hésitez pas à le partager, hein. C'est un appel à initiative que la coopérative a lancé, donc initiative au pluriel. Quand on parle d'initiative, on parle à la fois des projets et des initiatives de financement. Et un appel n'est utile que s'il est entendu. Donc, n'hésitez pas à partager cet appel autour de vous. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente fin de journée.